Depuis les confins ténébreux et les rues ombragées émergent les sectateurs génovores, des silhouettes informes unies par la vénération sinistre d'entités insondables nées dans les étoiles. Mystérieux, furtifs et foncièrement malveillants, ils sont les chancres qui se développent dans les tréfonds de l'Imperium. L'humanité est assaillie de toutes parts par les pillards xénos et les formes cauchemardesques du chaos. Chaque jour, des milliards de vies sont sacrifiées sur l'autel de la guerre pour tenir l'ennemi à distance. Mais la menace la plus insidieuse envers la survie de l'humanité s'est peut-être déjà infiltrée dans le système sanguin de l'Imperium. Nichés dans l'infrastructure d'innombrables mondes apparemment loyaux, les sectes génovores patientent, répandant leur corruption à travers la population jusqu'au jour où ils seront prêts à lancer leurs insurrections sanguinaires. Ce jour-là, ils déferlent, pourvus d'armes impériales volées et d'outils industriels convertis à des fins ignobles. Découverts sur les lunes d'Imgarl, les génovores furent d'abord considérés comme une espèce unique. Après une série d'enquêtes poussées, Lord Oxenos s'aperçut qu'ils formaient l'avant-garde des flottes ruches tyrannides, déployées en amont de leurs approches pour semer la zizanie et la peur dans leur sillage. Robustes et dotés de griffes acérées capables de trancher des armures, les génovores servent de troupes de choc aux flottes ruches. Mais c'est lorsqu'ils infiltrent l'espace impérial que les génovores démontrent tout leur talent pour la furtivité et la ruse. Passagers clandestins de vaisseaux spatiaux, ils rôdent et assassinent pour se répandre tel un virus à travers les voies de la galaxie. En théorie, il suffit qu'un génovore parvienne à se faufiler dans un cargo et à atteindre un monde peuplé pour condamner un secteur tout entier. D'après certaines légendes, d'énormes bâtiments seraient infestés de dizaines de milliers de ces créatures. Si cela se révélait exact, d'immenses pans de l'Imperium seraient alors menacés. Lorsqu'un génovore gagne un monde proie, son œuvre macabre commence. En l'espace de quelques années, il kidnappera des centaines de civils qu'il infectera de matériel génétique tyrannide. Avec le temps, ces victimes engendreront d'infects hybrides xénos et humains. Les descendants des premiers contaminés sont pourvus de traits xénos parfaitement identifiables, de larges têtes bulbeuses et des serres affûtées. À mesure que s'étend la corruption, les générations suivantes sont capables de passer pour des humains et de se fondre dans la population, voire dans des organisations impériales telles que l'Adeptus Arbites, le Munitorum et l'Astra Militarum. Au fil de son développement, le culte crée des hybrides, plus spécialisés pour servir le génovore, à présent vénéré en tant que patriarche. Dotés de dons psychiques corrompus par la volonté du patriarche, les magus ont pour mission de convertir des cibles haut placées au sein de l'armée et du gouvernement de la planète qu'ils ont infectée. Les foules d'hybrides sont menées par des primus, des généraux et des spécialistes en embuscade chargés de coordonner le soulèvement à venir. Grâce à un sens du détail et de la contingence incomparable, les Nexos fournissent un appui tactique aux stratégies de leurs primus. Les Sanctus font office d'assassins et les Locustes gardent du corps, tandis que les Clamavus prêchent la parole de la secte et coupent les communications ennemies. Les chacals à talent foncent au combat sur des motocross et des wolf-quads, harcelant les flancs ennemis pendant que des génovores et des aberrants, parfois renforcés par des génies alchimistes appelés biophagus, servent de troupes de choc. Au terme de quelques mois, voire de plusieurs années de préparatifs, la secte finit par entrer en guerre. Le patriarche transmet alors l'ordre synaptique de se dresser et de noyer la planète dans le sang. Lorsque les hybrides le reçoivent, ils s'arment d'équipements militaires pillés et d'outils de minage, puis jaillissent en masse de leurs antres. Guidés par la volonté sournoise de leur chef de guerre, ils frappent d'abord les sites clés tels que les postes de communication, les spatioports et les dépôts de munitions. Privés de ces défenses et de la possibilité d'appeler au secours,
La planète est prête à être conquise. Avec une violence incontrôlable, le soulèvement des sectateurs s'abat sur ceux qui représentent la plus grande menace envers leur plan. Des décharges assourdissantes de canons sismiques brisent les os, des perforatrices s'enfoncent dans la chair en une explosion de sang et des explosifs sont utilisés comme grenades de fortune. La secte dévoile enfin ses bannières et ses sceaux. Des acolytes gardent icônes brandissent ses étendards et ses totems en forme de verre, leur présence poussant les couvains à de nouveaux pics de sauvagerie. Au cours des longues années précédant ce moment, le culte aura volé et séquestré de nombreux véhicules pour accompagner sa campagne meurtrière. Des camions Goliath et des concasseurs bricolés répandus à travers les mines et les manufactorums de l'Imperium sont transformés à des fins sanguinaires. Équipés d'armements lourds, les Goliaths transportent des couvains d'acolytes jusqu'aux lignes de front, négociant les terrains les plus difficiles et déchiquetant l'infanterie ennemie sous une grêle de projectiles incessante. En présence de blindés ennemis, la secte déploiera des chars Lehman Russ et des marcheurs sentinelles pilotés par des hybrides néophytes restés cachés parmi les rangs des armées ennemies pendant des décennies. Foncièrement loyaux envers le patriarche, ils tourneront leurs armes contre leurs anciens camarades sans éprouver le moindre remords. L'impact psychologique de cette trahison soudaine est une arme en soi. Bien souvent, l'élément déclencheur de ce soulèvement est l'approche d'une bioflotte de tyrannides, considérés par la secte comme des sauveurs, voire des dieux. Lorsque la flotte ruche vomit ces nuées de créatures guerrières à travers l'atmosphère du monde, les sectateurs entonnent avec ferveur des prières à leur libérateur. Alors même que les tyrannides exterminent et dévorent toute source de biomasse sur la planète, les sectateurs continuent de croire que ces xénos voraces élèveront les fidèles et les aideront à transcender leurs faiblesses mortelles, attendant avec impatience l'instauration de la communauté qu'on leur a promise. Pendant un moment au moins, tyrannides et sectateurs combattent ensemble, l'esprit ruche s'assurant que les premiers ne s'attaquent pas aux seconds. Les magus projettent des illusions qui déforment et lacèrent les esprits ennemis pour les pousser à se retourner les uns contre les autres avec un plaisir sadique. Dirigeant leurs troupes avec un talent remarquable, les généraux du patriarche sacrifient des milliers de leurs guerriers pour ouvrir une voie à l'assaut tyrannide. En cette dernière heure exaltée, le patriarche en personne se joint à la mêlée et ses fidèles sombrent dans une transe frénétique en voyant leurs prophètes massacrer les infidèles à coups de griffes et de crocs. Dès que les derniers défenseurs sont submergés par cette vague de chitines et de griffes acérées, l'esprit ruche soumet le patriarche à sa conscience. Il devient alors une cellule anonyme dans la nuée tyrannide, et la gestalt appelée esprit de couvain qui unissait sa secte est tranchée. En ce tragique instant, les sectateurs comprennent enfin la vérité. Ces créatures stellaires qu'ils considéraient comme des dieux se révèlent être l'instrument de leur mort, car les tyrannides n'ont que mépris pour la chair. Elle n'est rien de plus que de la nourriture. La fécondité et la vitesse de propagation des génovores sont horribles, infectant des générations d'impériaux avant de passer à l'attaque. Chaque nouvelle nichée a l'air plus humaine que la précédente, le génogerme xéno semblant se diluer, mais la bête à l'intérieur reste inchangée. À l'apogée du cycle du fléau, les cauchemars aliens renaissent et passent à l'action. Comme le reste de son engeance né du vide, le génovore est doué d'une patience inhumaine, subsistant avec peu de nourriture et attendant des décennies si nécessaires avant de passer à l'attaque. Lorsqu'un génovore atteint un monde mûr pour l'infection, il va se tapir dans des recoins sombres et oubliés, à l'insu de tous, prêt à répandre son infâme influence. Une fois sûr de pouvoir enlever des victimes sans se faire repérer, il rôde en marge de la société, ne sortant qu'à la faveur des nuits les plus sombres pour fondre sur sa proie en se servant de ses membres musclés et durs comme de l'acier. Les victimes des pièges silencieux du gynovore ne sont pas taillées en pièces pour être consommées plus tard comme la plupart des proies des tyrannides, mais asservies par son regard hypnotique. La créature leur injecte ensuite une portion de sa biomasse avec son ovipositeur.
Ce processus est connu parmi la secte sous le nom de baiser du Génovore. Même s'il confère une partie de la force et de la longévité de l'entité Xénos, cette implantation est aussi froide et cruelle qu'un coup de poignard dans le dos. Le parasitisme consécutif altère leur corps jusqu'à être totalement souillé par le Xénos. Il modifie également leur esprit, les forçant à vénérer le Génovore en tant que figure messianique, idole d'une nouvelle religion obsessionnelle. Chaque fois qu'un Génovore contamine une victime, il condamne sa lignée à jamais. Leurs progénitures hybrides sont de formes aussi variées que hideuses. Certains traits sont assez répandus, comme les crânes bulbeux et les crocs pointus, une paire de membres supplémentaires pourvus de griffes acérées, une queue tronquée et une peau violacée et marbrée. Ces hybrides forment la première génération. Le Génovore et ses hybrides de première génération hypnotiseront alors de nouvelles victimes qui rallieront la secte et procréeront à leur tour, donnant naissance à la deuxième génération. Ces nouvelles créatures sont voûtées non pas comme un vieillard ou un infirme, mais comme des ressorts comprimés qui menacent de sauter. Elles peuvent avoir 5, voire 6 membres, mais leurs yeux et leurs bouches sont comme ceux de leurs parents humains, et elles peuvent se faire comprendre en bas gothique. Bien que leur esprit soit toujours aussi étranger et indéchiffrable, les hybrides de deuxième génération sont assez fins pour comprendre la société haute. Certains sont même mis au travail au sein des colonies industrielles de la secte, leur force et leur robustesse leur permettant de manier les outils de minage et les explosifs beaucoup plus efficacement qu'un agent humain. Les cycles passant, la progéniture hybride présente de moins en moins de mutations Xénos. La troisième génération se caractérise par un dos droit. De loin, les spécimens ont l'air humains, mais lorsqu'on les observe de plus près, on devine une tête striée, une peau mauve et parfois même un membre vestigial caché sous les vêtements. Lorsque l'on arrive à la quatrième génération, on constate que les rejetons de la secte semblent parfaitement humains et peuvent usurper des positions influentes pour favoriser les desseins de la secte. Des chefs à l'autorité surnaturelle émergent au sein de la hiérarchie secrète, des démagogues et des mages psychiques dont la rhétorique enflamme la colonie. Les sectateurs de quatrième génération sont capables de se reproduire entre eux. Ils ne donnent pas naissance à des humains purs, mais à des génovores aussi étrangers que leurs progéniteurs originels. Les parents de ces créatures de cinquième génération ne les voient pas comme les changelins qui sont réellement, mais comme d'innocents nourrissons. Ils font tout pour les protéger, quitte à se sacrifier si nécessaire. À ce stade, l'emprise du fléau est totale, et le cycle de l'infection recommence. Le Génovore au cœur de la secte nommée le Patriarche a un contrôle inné sur chacun de ses serviteurs, toutes générations confondues. Le Patriarche les unifie en une seule et même conscience, une gestalt appelée Esprit de Couvain. C'est cette conscience partagée qui fait de la secte une organisation aussi solidaire et loyale, qui lui confère une force et une vitesse surnaturelle au combat, et qui cherche à saper la vertu spirituelle de l'humanité. Ce genre de secte peut prospérer longtemps dans les coins les plus sombres de l'Impérium. Lorsqu'ils se soulèvent en une rébellion ouverte, ils peuvent renverser les défenses d'une planète en quelques heures, car les sectateurs de ces grandes incursions se sont préparés toute leur vie en vue du jour de la conquête ultime. Les générations sont élevées en secret, chaque cycle portant ses fruits répugnants. Les infectés propagent le fléau, y compris chez leurs enfants qui en contaminent d'autres encore. Tel un virus, ils se reproduisent de manière exponentielle, leur nombre se multipliant jusqu'à ce que les maîtres du sous-monde soient assez forts pour s'emparer de la planète haute. Si les dernières générations de chaque cycle ont un aspect humain, elles restent des Xénos. Leur allégeance va aux organismes qui envoyèrent le fléau génovore sur leur planète et aux hybrides de leur engeance cachée. Le patriarche inhumain venu des étoiles est accroupi au centre d'une toile d'influence qui s'étend jusqu'à couvrir le monde entier. Chaque âme de la secte obéit aveuglément à cette créature repoussante et donnera volontiers sa vie pour le sauver. Une fois la secte parvenue à maturité, elle cherche à se propager de nouveau.
Ces dirigeants envoient des génovores sélectionnés dans de longs voyages pour localiser de nouveaux terrains de chasse et relancer ce processus infernal à travers l'Imperium. Toutes les sectes génovores engendrées à travers la galaxie ne finissent pas dévorées par les mâchoires des créatures terrifiantes qu'ils vénèrent. Certains montent en puissance et projettent inconsciemment une aura psychique qui attire une bioflotte tyrannide, laquelle se retrouvera réduite à néant par une tempête warp, engagée au combat par une flotte conventionnelle ou anéantie par un violent phénomène céleste comme une supernova. Ces sectes continuent alors à se propager, leur cycle de couvain consumant la planète hôte jusqu'à ce qu'elle soit totalement revendiquée par le patriarche et son couvain. Ces planètes deviennent les cœurs d'infestations susceptibles de couvrir plusieurs systèmes, voire un secteur tout entier, ouvrant la voie à une destinée qui ne se réalisera jamais. Avec le temps, ils pourraient attirer une autre flotte ruche vers eux, mais d'ici là, ils sont libres de régner sur leur domaine hôte.